Bonjour tout le monde, nous sommes rendus au cours numéro 2 et vous visionnez la vidéo numéro 1, les mécanismes de changement culturel. Alors donc, aujourd'hui, on est toujours évidemment dans le chapitre 3. On a vu qu'il y avait plusieurs caractéristiques à la culture. On a vu, hein, n'est-ce pas, tout à l'heure que la culture est acquise, ensuite elle est partagée, ensuite elle est modifiable. Alors donc, c'est ce qu'on voit dans ce vidéo-ci. Quels sont les mécanismes de changement culturel? Alors donc, la société peut utiliser des mécanismes qui visent à modifier les cultures. Alors des fois, ça se fait lentement, des fois, ça se fait brusquement par les conquêtes, les invasions, les guerres, mais parfois, et souvent dans la plupart des cas, on va tuer petit à petit une culture ou bien on va l'exterminer biologiquement, donc génétiquement. Alors donc, allons voir les caractéristiques de ces mécanismes de changement culturel-là. Alors donc, on a premièrement l'innovation, la diffusion, on a l'acculturation et l'assimilation. Alors donc, on voit dans cette vidéo-là ces 4 modes de mécanismes de changement. Dans le livre, on en rajoute un qui est le syncrétisme, mais on ne l'aborde pas cette session-ci, vous le verrez au 3e cours. Alors donc, on va aller voir en premier lieu l'innovation. L'innovation, ça provient évidemment de la part d'individus. Ça peut être de la part d'un individu, d'un groupe d'individus. Ce n'est pas dans le livre ce dont je vais vous parler, mais c'est extrêmement intéressant. On a ce qu'on appelle des comportements idiosyncratiques. Idiosyncratique, ça veut dire qui est orienté, qui provient, excusez-moi, d'individus. Alors, qui a trait au caractère propre du comportement d'un individu en particulier, qui marque l'anormalité. Je vous ai pris une source évidemment très commune parce que c'est pas un mot qu'on retrouve souvent. Il n'est pas à l'examen, mais je vous en parle des comportements idiosyncratiques parce que souvent ça fait avancer les cultures. Vous connaissez tous Andy Warhol, hein, 1928-1987. C'est celui qui a dessiné la fameuse boîte de soupe Campbell. C'est celui qui a dessiné aussi les timbres avec l'effigie de Marilyn en couleur. Et c'est en fait le créateur du pop art. Le pop art, c'est un mouvement qui est né à New York dans The Factory, dans une usine, où il testait toutes sortes de techniques de peinture, de cinéma. Grâce à lui, la culture a beaucoup changé. Donc, l'innovation, c'est un comportement intéressant qui fait bouger les cultures. Un autre mécanisme de changement culturel, c'est le diffusionnisme. Oui, la tomate, elle est partie ici du Pérou pour voyager jusqu'en Europe ici. Elle a été reprise par la suite en Italie, qui en a fait évidemment son aliment fétiche. C'est un exemple de diffusionnisme. Les cultures n'inventent pas à l'infini. On peut emprunter un trait et l'adopter tel quel. On peut aussi adopter un trait, mais de façon partielle, et on peut adopter un trait et le transformer. Donc, la tomate, c'est un aliment qui a été beaucoup transformé biologiquement. On retrouve maintenant jusqu'à plus d'une centaine de variétés de tomates. Alors donc, c'est un exemple de diffusionnisme. Et on insiste sur le rôle des individus et non de sociétés impersonnelles. Ça veut dire que la diffusion, elle va à partir d'éléments qui sont transformés par des individus. Ça crée des mouvements qui sont adoptés par la suite par l'ensemble de la société. Le diffusionnisme, c'est un courant de pensée, vous allez le voir dans votre chapitre 1, qui a comme principe de base que l'homme aurait tendance à plus emprunter qu'à inventer. Ouais, c'est fatigant à inventer, c'est facile d'emprunter. Alors le diffusionnisme, ça fait changer les cultures. Un autre moyen plus brutal, c'est l'acculturation. Alors donc là, vous devez lire les pensionnats autochtones. Ouais, c'est une petite partie dans un chapitre plus loin. Vous lisez 2 pages, 307-309, c'est un encadré, qui vous raconte les pensionnats autochtones. Vous avez vu ça évidemment au secondaire. Ici, on le voit de façon
plus scientifique. L'acculturation, vous allez reprendre ce concept-là plus tard dans votre travail de fin de session et vous allez regarder comment votre culture que vous aurez choisie a été acculturée, comment elle a été transformée. Alors donc, l'acculturation, c'est un mécanisme de changement néfaste qui résulte d'un processus inéquitable où un peuple est contraint, est obligé d'adopter de nouvelles pratiques culturelles et abandonner des pans de sa tradition. Le cas des Autochtones illustre bien l'acculturation. On les a obligés, dans des pensionnats, à acquérir une nouvelle culture ou certains aspects de celle-ci. En fait, on a essayé de tuer la culture indienne en eux au détriment de la propre culture et de façon involontaire. Alors donc là, ici, c'est de façon très volontaire que les pensionnats autochtones vont modifier, vont effacer l'Indien. Alors, on voit une photo ici à gauche d'un Indien qui est modifié à l'entrée des pensionnats autochtones. On veut en faire, évidemment, des individus civilisés. L'acculturation, ça peut être rapide, ça peut être forcé, ça peut être lent. Alors, les pensionnats autochtones ont existé pendant 150 ans. Ça a été lent, ça a été forcé, ça a été conscient, mais ça a été surtout caché. Moi, quand j'ai étudié à l'Université de Montréal, là, les pensionnats existaient encore. Il n'y a personne qui était vraiment au courant. On n'a pas entendu parler de ça. Donc c'est un processus qui s'est fait de façon très lente, mais de façon cachée aussi. Alors donc, ces pensionnats autochtones-là, il y a eu des abus sexuels, évidemment. Vous voyez ici dans la photo qu'on essaie de dépersonnaliser les filles en leur donnant exactement la même coupe de cheveux européenne. Et les garçons sont aussi unifiés avec leur coupe de cheveux et leur costume. Un individu qui n'a pas sa personnalité ne peut pas se révolter. Et ça donne un terreau plus facile pour qu'il y ait des abus sexuels. On voulait les habituer à la sédentarité aux bonnes manières et on voulait les rendre productifs pour leur pays. On voulait préparer les Indiens à leur vie de futurs citoyens afin de vivre en tant que personnes civilisées en respectant les valeurs chrétiennes du pays. Et les enfants devaient apprendre de nouveaux modèles complètement différents. Nouvelles langues, nouvelles croyances, nouveaux chants, nouvelles valeurs. Ça a été un choc pour ces enfants-là. Et lorsqu'on regarde les effets des pensionnats autochtones, on en entend beaucoup parler évidemment dans les médias. C'est 150 000 enfants qui sont passés par là sur 5 générations. Alors, on enlevait l'enfant quand il entrait à l'école et les enfants ressortaient 10 ans, 12 ans plus tard et voyaient leurs parents seulement quelques semaines durant l'été. Et évidemment, il n'y a pas un parent qui croyait ce que les enfants racontaient. C'était impossible que les missionnaires, que les oblats, que les religieux puissent avoir fait ces abus sexuels-là. Alors, donc, quand on n'est pas reconnu dans sa douleur, ça reste à l'intérieur. Pour l'oublier, on fait toutes sortes de choses. L'alcoolisme, oui, la consommation peuvent être des moyens illusoires. Mais il n'y a pas eu seulement les pensionnats. Il y a aussi la Ralph des années 60. Ça, on en entend beaucoup moins parler. On avait des catalogues de bébés, d'enfants qu'on enlevait aux Autochtones et qu'on vendait. Vous irez voir l'article sur Encyclopédie canadienne. Des enfants qu'on vendait durant une trentaine d'années aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande. Ce sont des enlèvements à grande échelle. Alors, vous savez très bien qu'il y a une surreprésentation des enfants autochtones à la DPJ. On n'élève pas les enfants de la même façon. Le père et la mère sont considérés de façon différente chez les Autochtones que chez les Occidentaux. On peut être très, très bien élevé par sa tante qui va devenir une deuxième mère. Ce n'était pas accepté, donc on enlevait les enfants et on les vendait. Et on dit que ce sont des manifestations des politiques paternalistes. Toi, tu ne sais pas élever ta famille, moi je vais te le dire, mise en œuvre au Canada pour assimiler, pour effacer la culture autochtone. Alors donc, de 11 à 20 000 enfants ont été enlevés
il y a un projet actuellement qui vise à retracer le parcours de ces enfants-là. Il y en a eu en Europe aussi. Ils essaient de trouver leur identité. Pour eux, c'est un double choc là, de voir qu'ils n'ont pas pu vivre leur culture autochtone. Alors donc, la Ralph des années 60, c'est un phénomène très connu des anthropologues. Il y a eu une séparation physique et émotionnelle des enfants. Et ça continue aujourd'hui à se faire ressentir sur les adoptés devenus adultes et sur les communautés autochtones qui ont perdu leurs enfants. Alors, Ralph des années 60, pensionnat autochtone, on rajoute l'abattage des chiens de traîneau. On a la GRC et la SQ ont abattu une quantité, des centaines de chiens de traîneau dans le Nunavik. Nunavik, c'est le nord du Québec et le nord du Canada entre les années 50-60. On a abattu, on ne sait pas combien exactement, mais on n'a pas consulté les Inuits du tout pour obtenir le consentement. On trouvait que les chiens, semble-t-il, avaient la rage, mais il n'y a pas eu de preuves. Plus d'1 millier de chiens. Et on a ici le témoin. Écoutez, on va regarder ça ensemble rapidement. Le témoin le discours d'un témoin qui dit, un jeune garçon qui était là à cette époque-là, j'ai vu des piles entières de chiens. La police les a brûlés le soir sur la rive et après le massacre, nos vies ont été changées. Ils ne pouvaient plus aller chasser, nos parents. Il n'y avait pas de skidoo encore, de motoneige pour aller chasser. Et en 2011, le gouvernement du Québec offre ses excuses pour l'extermination des chiens de traîneau. Le gouvernement est obligé de reconnaître au Québec, au Canada aussi, que cet abattage de chiens de traîneau-là a eu des impacts sur la culture des Inuits. Peu importe les raisons invoquées pour justifier l'abattage, tous s'entendent pour dire que les effets sur la population du Nord ont été désastreux. Constater que ton animal n'a pas le droit d'exister, c'est tuer une partie de soi-même. Si je vous disais, hey yo, je prends ton chien et je le tue, c'est comme tuer aussi une partie de toi-même. Mais tu fais ça à grandeur d'une culture, ça a des impacts importants. Depuis des millénaires, les chiens de traîneau, essentiels à la chasse et au déplacement des Inuits, assurent leur subsistance. L'affection et l'estime qu'on leur porte sont à la hauteur de l'importance de leur relation. Leur disparition provoque un dénuement matériel et moral chez plusieurs Inuits qui, outre la tristesse qui leur est infligée, voient leur identité, leur autonomie, leur mode de vie et leur mode de subsistance sérieusement menacés. Jacques vient sur la commission d'études sur les relations entre les Autochtones. Alors, vous irez lire ce texte. L'abattage des chiens de traîneau est un des moyens d'acculturation qui a été entrepris durant les 150 dernières années. On rajoute un autre moyen d'acculturation, les déplacements forcés de population. Alors donc, vous voyez ici les Autochtones qui ont été embarqués de façon forcée sur des navires militaires canadiens entre 1940 et 1980, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait le territoire de diverses nations autochtones. Il y en a eu dans le Labrador, il y en a eu au Manitoba. On disait, ce sont des territoires qui appartiennent au gouvernement. Partout au Canada, on vous force à vous déplacer. Alors donc aujourd'hui, moi je vous parle du Labrador, hein, cette partie-là de l'île du Prince-Édouard, Labrador. Les Inuits n'ont jamais été régis par la loi sur les Indiens. C'est pas l'examen, là, je fais juste vous dire que les Inuits n'ont pas vécu les pensionnats, ou très peu. Ils n'ont pas été soumis à la loi sur les Indiens. Ils avaient le droit de vote, mais dans un contexte d'après-guerre, après la guerre en 45, les provinces ont voulu planifier le développement de leurs ressources. Fait que là, le Labrador s'est dit, wow, j'ai des rivières extraordinaires comme la rivière Churchill, on peut faire de l'énergie avec ça. Les Inuits et les Inuits sont sur ce territoire-là. On va simplement les prendre. Et là, ici, on a le Happy Village qui appartenait aux Inuits. On a
enlevé les Inuits du village. On est dans